Chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la revue des idées pour la civilisation européenne. Comme à chaque sortie du numéro, nous avons le plaisir de vous présenter le dernier numéro, tout simplement. Alors, ils auraient pu rester au fond de leur lit ou cachés dans les laboratoires secrets où ils explorent les secrets de la matière. Eh bien non, ils ont décidé de venir sur le plateau de Télé Liberté. J'en suis ravi. Je me tourne à ma gauche, mon directeur de la rédaction d'Éléments, Pascal Esseric. Bonsoir. Bonjour Pascal. Enfin, bonjour. Un nouveau venu, en tout cas c'est la première fois que vous venez dans cette émission, vous êtes un nouveau chroniqueur apprécié de notre revue, écrivain, romancier, pamphlétaire, Bruno Lafourcade. Bonjour cher Bruno. Bonjour et merci. Merci. Et j'ai enfin notre camarade suisse, David Lépée, qui incarne la tendance robespierriste au sein de la rédaction d'Éléments, qui est partagée sur le sujet, et qui est aussi un amateur de cinéma bis, de pornographie, enfin d'une certaine... de pornographie, non. Enfin, vous aimez parfois les livres coquins. Je me souviens que vous aviez fait un très, très bel article sur les fesses des femmes. Ah oui, c'est vrai, voilà. oui. Voilà. Vous l'avez lu? Je l'ai lu. Très bien. Voilà, ça n'a pas été fait en vain. Voilà, vous êtes un initiateur érotique pour moi, cher David. Et enfin, Christophe-André Maxime. Vous voyez, c'est la première fois, je ne me trompe pas. C'est presque un peu décevant. Collaborateur maintenant très régulier d'Éléments et voilà. Et voilà, et vous allez nous parler, nous le verrons par la suite. Je me tourne tout de suite vers Pascal Esseric qui va nous présenter un peu ce numéro, toujours évidemment avec beaucoup de sujets abordés, mais le principal, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, où nous avons demandé à Marie David, qui est polytechnicienne, membre de l'AFSIA, agence qu'on avait déjà interrogée, et qui nous donne un petit peu la ligne sur ce sujet. Il faut rappeler ce que c'est l'AFSIA, c'est important, Association française contre l'intelligence artificielle. Exactement. Et donc, nous l'avons opposé à Baptiste Rapin, qui est donc un universitaire qui travaille sur le management. Et donc, le dossier transhumanisme a été l'occasion pour nous d'approfondir ce sujet qui est, il faut bien le dire, un petit peu accaparé par les farfelus, les charlatans, et donc voilà, on a c'est peut-être ces derniers temps sur le transhumanisme le dossier où on a le plus affirmé une ligne bien claire sur ce sujet-là, avec un article de François contre les charlatans, de François Bousquet, pardon, contre les charlatans, les futurologues, les Alvin Toffler, etc., qui nous prédisent un augmenté, et je crois que bon, on retrouve toute la fougue de la verve de François Bousquet. Et puis, une enquête de Jean-François Gauthier sur l'eugénisme en Chine. Et on conclut avec une interview de Laurent Alexandre, qui est le promoteur du transhumanisme en France, et une interview un petit peu, tout à fait un peu rentre-dedans, et où on essaie de le pousser dans ses retranchements, qui est intitulé « Je revendique le droit à dire des bêtises ». Ah oui. Voilà, donc, et il en dit beaucoup. Et donc voilà, je crois que c'est un thème qui est pas facile, mais en même temps où on a pu affirmer notre position. Très bien. Mais le numéro est assez riche. Ne se résume pas à cela, évidemment. Laurent Chang, notre historien militaire, lui, nous lui avons consacré 4 pages sur l'opération Barbarossa, avec le grand livre de Jean Lopez qui vient de sortir. Il y a le grand retour de Pierre Higuito, notre formidable, qui avait été une excellente nouvelle. Voilà, excellente nouvelle. Bon, il avait
il avait été un petit peu... il avait eu des ennuis de santé, donc là on est vraiment très heureux qu'il revienne. Et il revient sur son sujet de prédilection, la ruralité, la paysannerie française. Et la chasse aussi. La chasse, mais là il se consacre plus sur la ruralité aujourd'hui et les fermes qui deviennent des usines, en gros. Donc ça, c'est un très beau sujet. Puis avec des nouveaux venus, Marie Chancel, qui est une jeune journaliste, jeune auteur, qui vient de Rébellion, du journal Rébellion, et qui a consacré un sujet sur la pornographie. Donc vraiment, c'est un numéro qui est assez riche. On parle des maudits. Le livre de notre ami Pierre Saint-Servant. Voilà, le livre de notre ami Pierre Saint-Servant, avec une étude sur la liste noire du Seine. Voilà. Donc c'est vraiment... et on va pouvoir le voir avec Christophe, David et Bruno. C'est vraiment... un numéro qui est très riche. Et on va tout de suite d'ailleurs le voir à l'écran, ce numéro, qui va s'inscrire pour que vous voyez un petit peu ce que la couverture en plus annonce un peu. Tout à fait, montre bien la diversité et la richesse de ce numéro. Je me tourne vers David Lépée, puisque vous revenez, c'est un auteur que nous lisons à Éléments depuis longtemps. Nous avons souvent abordé, il s'agit de Jean-Claude Michéa. Voilà. Et vous avez débattu, ou vous avez écrit un article sur le livre de Kevin Boucault-Victoire. Kevin Boucault-Victoire, qui lui est un michéen de gauche, si je puis dire, si on peut l'appeler ainsi. Et il y a cette tendance, en effet, je crois que vous consacrez votre article à ce sujet, d'accuser, notamment quand on vient de la gauche, une certaine droite de récupérer Michéa. Comme si d'ailleurs la droite n'avait pas... Comme si à droite, on n'avait pas de droit de lire un auteur et de s'en inspirer, en quelque sorte. Bien sûr, oui. Alors déjà dire que c'est un michéen de gauche, ce qui est malheureusement assez vrai, mais ce qui est un peu contradictoire dans les termes. Il est donc responsable de la rubrique Idées à Marianne et cofondateur de la revue Le Comptoir, de sensibilité effectivement plutôt de gauche. Et il écrit dans son livre, par ailleurs fort intéressant, mais auquel je ferai une ou deux remarques, il écrit, je cite, « Le michéisme, surtout porté par la droite, ressemble de plus en plus à l'ensemble des contresens établis sur la pensée de Michéa. » Alors effectivement, dès que le nom d'un philosophe est suivi de la particule isme, on peut s'en méfier, ce ne serait pas la première fois en philosophie que ça arrive. Il reprend un Marx, il me semble. Le marxisme et l'ensemble des contresens. Oui, c'est bien possible. Et sur ça, il a raison. Moi, je ne me revendiquerai pas michéiste, et je pense que, mais en réalité, peu de gens le font. Il accuse une certaine droite d'essayer de récupérer Michéa, et on est nommément cité dans ce cadre-là. Il relève qu'Élément a consacré un dossier en 2012 à Michéa, qu'il a fait la couverture sous une forme d'illustration en 2018, et il relève par exemple qu'un auteur qui a beaucoup travaillé avec nous et qui a évolué dans notre nébuleuse, qui est Charles Robin, qui a publié 2 livres chez Crisis, donc chez nous, et son premier livre, que j'ai eu l'honneur de préfacer, qui s'appelait La gauche du capital, était en grande partie une longue exégèse de Michéa, qui est vraiment, on peut le dire, son maître à penser. Ça pose problème à Kevin Boucault-Victoire, qui craint une récupération, mais qui ne voit pas de problème à ce qu'un éditeur de sensibilité plutôt libertaire, les éditions de l'Échappée, a produit un très bon livre qui s'appelle Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, dans lequel un chapitre est consacré à Michéa. Et dont il fait l'éloge, je crois. Il fait l'éloge. Le problème, c'est que ce chapitre est signé d'un certain Charles Robin, qui est exactement le même, notre ami Charles Robin, donc des éditions Crisis. Alors, quand c'est chez un éditeur de gauche, c'est bien. Quand c'est chez un éditeur de chez nous, ça ne l'est pas. Voilà un petit peu le problème. Et il cite lui-même, d'ailleurs, je crois, ce commentaire d'un journaliste de Slate qui disait « Depuis des années, Jean-Claude Michéa est un philosophe socialiste qui écrit des livres sur la gauche que personne à gauche ne lit. » Et c'est malheureusement vrai. Heureusement qu'il y a des gens comme Kevin Boucault-Victoire qui le lisent, mais ils s'inquiètent, à juste raison, qu'on fait l'éloge de ce philosophe dans les pages de Causeur, du Figaro. Et je pense que là, il y a peut-être un risque de récupération de droite. Je ne pense pas que ce soit le cas chez nous, d'une part. C'est assez typique avec les penseurs un petit peu excommuniés par la gauche parce qu'ils sont un peu trop libres. D'une part, ils sont victimes du puritanisme de gauche qui, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui va excommunier tout ce qui dépasse un petit peu comme hérétique.
et qui va être récupéré par une droite qui a le vice contraire, qui est le vice de l'opportunisme. La droite Figaro qui va dire « Ah ben finalement, peut-être qu'on peut négocier un certain antilibéralisme de façade tout en continuant de faire des affaires et de ne rien remettre en cause aux logiques marchandes. » Nous, évidemment, on fait partie d'aucun de ces écueils, puisque déjà, on est nombreux à penser que ce clivage gauche-droite est dépassé, que l'antilibéralisme qui nous anime et qu'on retrouve par exemple dans le dernier livre d'Alain de Benoît et dont tous nos numéros est sincère, et cet antilibéralisme on retrouve chez Michéa. Il est très ancien. Et c'est vraiment deux œuvres. Je dirais que l'œuvre de Michéa et de Benoît depuis quelques années sur ces sujets-là, en tout cas, sont vraiment jumelles. Et il faudrait bien comprendre que dire de Michéa qu'il est récupérable, ce serait lui faire offense. Je pense que ce type est vraiment irrécupérable et c'est un compliment que je lui fais. Et d'autre part, de notre point de vue, on s'est intéressé depuis les débuts de la Nouvelle Droite et des revues qui y sont associées à nombre d'auteurs qui étaient extérieurs à ce que nos adversaires pensaient être notre ère intellectuelle naturelle, mais parce que ça nous intéressait, que ça enrichissait notre réflexion. Je pense, je sais pas, Guy Debord, d'où le mouvement situationniste. Et à chaque fois qu'on fait ça, on nous accuse de faire de la récupération. Lorsque je suis allé à la rencontre, par exemple, d'Armand Gatti, le poète de sensibilité communiste, héros de la résistance, peu avant sa mort, qui est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et que j'ai accompagné pendant les 10 à 15 dernières années de sa vie, on nous a accusé de vouloir récupérer ce bonhomme, qui lui aussi est irrécupérable. Je pense que Michéa est au-dessus de tout soupçon par rapport à ça, et nous aussi, et j'aimerais bien, pour clore, qu'on comprenne que nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas une chapelle, lorsque nous nous intéressons à des idées, c'est pas dans le but de les phagocyter, mais d'enrichir nous-mêmes notre spectre intellectuel. Évidemment, on pourrait ajouter aussi, cher David, que le vocabulaire d'une certaine gauche divine, pour parler comme pour Baudrillard, est tout à fait révélateur. Il récupère Michéa pour se rendre respectable. On a l'impression d'entendre une dame d'œuvre. Grand bien lui oui, bien sûr, mais on a l'impression d'entendre une dame d'œuvre du 19e siècle, légitimiste ou macmahonienne, expliquant qu'il va à la messe pour se rendre respectable, alors qu'en fait c'est un odieux libertin. Alors que l'éditeur de ce livre a tellement voulu se rendre respectable qu'il a fini par effacer le marteau et la faucille qui se trouvaient sur le t-shirt de Jean-Claude Michéa. Donc je ne sais pas qui est le plus dans la quête de respectabilité dans cette histoire. Bien sûr, mais il y a une quête terrible de respectabilité, et la gauche maintenant est respectable. Voilà. C'est assez triste. Cher Christophe-André Maxime, nous allons maintenant parler d'un sujet tragique, mais très sérieux. Différent. Très sérieux. Si je vous dis, est-ce que vous avez été vers l'Orient avec des idées simples ou avec des idées compliquées? C'est l'Orient compliqué, cher ami. C'est l'Orient compliqué, parce que vous allez nous parler d'un entretien que vous avez fait avec un jeune géopolitologue d'origine arménienne, bien que français, oui. Qui a consacré un livre passionnant aux éditions du Rocher sur les minorités. On parle beaucoup des chrétiens d'Orient, et il faut en parler d'ailleurs, mais il parle des minorités d'Orient. Effectivement, le livre qui vient de paraître, qui est paru il n'y a pas très longtemps aux éditions du Rocher, s'appelle « Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire ». L'auteur s'appelle Tigran Yegavian, c'est un journaliste-chercheur assez jeune. Une trentaine d'années. Voilà, il est diplômé de Langso et de Sciences Po. Il est à préciser qu'il est arabisant et turquisant, donc il connaît très bien le terrain. Par ailleurs, effectivement, il est très attaché à l'arménité, aux questions qui relèvent de tout le Moyen-Orient et de l'Empire ottoman. Donc c'est un connaisseur presque intime linguistiquement et charnellement presque. Donc, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire. C'est un entretien qui est absolument passionnant, qui lève un peu des tabous, des malentendus et des lieux communs. Donc, Tigran Yegavian dit qu'il a voulu faire une géopolitique concrète, une géopolitique critique. Son livre est intitulé « Minorité, pas chrétien », parce que le terme « chrétien d'Orient » qui est une réalité, est un terme un peu d'importation. C'est un terme qui vient d'Occident, puisque les chrétiens d'Orient sont des autochtones, ce sont des enracinés, eux-mêmes ne se définissent pas réellement comme chrétiens, bien qu'ils le soient, ils sont là depuis très longtemps, ils sont même là avant le 7e siècle, héritiers des traditions syriaques qui ne sont pas islamiques au début. Donc c'est un travail, il a fait un travail de déconstruction, un travail critique qui est passionnant, vraiment très original au sens noble du terme. Alors, il pointe un peu le doigt sur les responsabilités internes aux chrétiens, internes à l'Occident, puisqu'il y a eu beaucoup d'interventionnisme anglais, russe, français, qui a beaucoup déstabilisé les régions, et notamment ces minorités
principalement chrétienne, mais pas que. Il y a eu... il pointe le doigt sur aussi les rôles très ambigus et funestes, notamment des élites chrétiennes et particulièrement des élites arméniennes dans l'Empire ottoman, qui avaient une espèce de collusion et de proximité envers ce qu'on appelait le régime jeune turc, qui est en fait le régime des tueurs, des génocidaires, qui en fait était inspiré des Lumières, de la Révolution française, et c'était une élite d'origine balkanique, ces jeunes Turcs, qui étaient en fait très copains avec les élites arméniennes. Il y avait une vision positiviste, très française, sur la citoyenneté, la démocratie libérale, et il y a eu des espèces de naïveté et de complicité des Arméniens, car face à eux, il y avait la réalité anatolienne de l'Empire. Certains Arméniens. Beaucoup d'élites, des élites arméniennes, qui ont cru des choses. Et le pays réel, la réalité, a provoqué en fait ces violences extraordinaires, puisque les intégrations n'ont pas eu lieu. La citoyenneté des minorités des chrétiens d'Orient a toujours été très problématique et erratique. Il dit également que les guerres internes des chrétiens ont souvent été funestes et fratricides. Par exemple, la fin des années 80 au Liban, où les milices chrétiennes, en fait, les milices chrétiennes, entre elles, font fuir les populations, puisqu'il y a une diminution très importante des minorités d'Orient, principalement chrétiennes. Je crois qu'ils étaient 25% en 1900, là ils sont 5%, donc beaucoup de guerres. Je reviens aussi sur ce terme identitaire des chrétiens. Ce sont des enracinés, les chrétiens d'Orient, qui se revendiquent d'abord arabes, d'où la période des années 60-70 du nationalisme arabe, où il y avait ce rêve d'une grande nation arabe unifiée. Voilà. Alors, quelle solution proposer? C'est parler aussi des diasporas, puisqu'il y a cette mentalité des minorités qui, à l'intérieur de l'Empire ottoman, où ils sont eux-mêmes des minorités un peu utilisées pour des raisons pratiques par l'Empire ottoman. Il y a toujours sur place, il y a toujours cette mentalité, un peu du martyr, un peu de la culpabilité. On les soupçonne d'être la cinquième colonne, mais ils sont également déracinés. Donc, les diasporas, les nouvelles communications, les nouvelles consciences... Cher Christophe, je vais devoir vous clouer. Alors, passionnant à lire vraiment. C'est passionnant, c'est très très dense. On pourrait rester, il faudrait faire une émission de 18 heures sur les chrétiens d'Orient et sur les minorités d'Orient. Je me tourne maintenant vers Bruno Lafourcade. D'ailleurs, je suis très heureux de vous recevoir, cher Bruno. On vous lit maintenant depuis quelques années, en tout cas pour ma part depuis 3 ans, 2 ans. J'ai découvert votre blog d'abord, puis j'ai lu vos romans, puisque vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes à la fois romancier, les lecteurs se souviennent sans doute de Livret, qui avait eu un certain écho, des vies parallèles. Alors vous me rappelez, parce que j'ai un petit trou de mémoire sur tous les titres, vous écrivez un livre par an. Le dernier livre, ça doit être Tombeau de Raoul Ducournau. Voilà, il y a eu Luissard retrouve ses facultés, qui est un polar. Saint-Marsan, qui est une sorte de suite de Livret, voilà. Exactement. Mais là, je vais vous interroger. D'abord, pour chroniqueur, vous avez une chronique maintenant à Éléments, qui est un peu, à la fois un portrait des pathologies modernes, on peut le dire. Enfin, des figures. Nos figures, ça s'appelle. Ça s'appelle Nos figures, qui est une allusion à Barès, bien sûr. Et puis, j'ai voulu prolonger, en fait, la vision de Homo Festivus dans ses déclinaisons les plus dégénérées, sous la forme de l'homme occidental contemporain, c'est-à-dire essentiellement la femme d'ailleurs, qui est essentiellement névrosée et dont la description est toujours un moment pour moi de stupeur. Parce qu'on découvre à quel point beaucoup de nos contemporains sont affligés de pathologies visibles à œil nu. Voilà. Stupéfiant, il y a une émission qui s'appelle Stupéfiant, de la pauvre Stupéfiant. Et c'est vrai que quand on voit apparaître depuis quelques années des figures comme Caroline Dehaas, Marlène Schiappa, Caroline Fourès, etc., la première chose qu'on se fait, c'est crénon. Stupéfiant. On est étonné que ça puisse exister. Et que ça puisse exister à ce niveau-là du Et pouvoir. à ce niveau-là du pouvoir, sûr. Évidemment. Vous aviez dit un mot assez dur sur Marlène Schiappa. Je crois que vous regardiez la télévision, mais le son était coupé. Vous voyez apparaître cette femme. Tiens, c'est sympathique, il faut un reportage sur les coiffeuses de l'Élysée. Sur les petits métiers de l'Élysée, c'est sympathique. Mais non, elle est évidemment ministre. Elle était ministre. Voilà. Mais c'est souvent le cas, quand on regarde la télévision sans le son, on découvre des gens qui, visuellement, n'appartiennent pas
normalement, au monde du pouvoir, et où il y a une certaine, dans l'imaginaire, on a une certaine prestance. Profession respectable, coiffeuse. Coiffeuse, très respectable, bien plus respectable que ministre de la femme, d'ailleurs. La coiffeuse est un membre de la société tout à fait respectable, et Marlène Schiappa aussi. Bien sûr. Mais il se trouve qu'elle n'est pas restée coiffeuse. Exactement. J'aimerais vous interroger quand même sur ce goût que vous avez, parce qu'on dit souvent que le monde contemporain ne peut plus inspirer les écrivains, etc. Au contraire, vous, je pense que ce qui vous intéresse, c'est que ce monde est riche, justement, par ses pathologies, par ses figures grotesques, peut encore inspirer un romancier, on va dire un romancier un peu flaubertien, comme vous, je vous rapproche de ce point de vue-là de Patrice Jean, puisque vous vous attaquez à l'époque et à son grotesque triste. Oui, celui qui n'a rien à dire de l'époque aujourd'hui n'est pas romancier, évidemment. C'est une époque d'apocalypse ou de parousie, parce qu'on sent bien que tout est en train de s'effondrer, que les figures du pouvoir sont totalement inversées, et celui qui n'est pas inspiré par les figures d'aujourd'hui, les figures de la modernité, ne peut pas écrire de roman. Le roman décrit le monde réel, décrit le monde tel qu'il est, et c'est déjà stupéfiant. Oui, et puis dans vos romans, vous décrivez aussi des vestiges du monde ancien, et la manière dont ces vestiges sont en train de disparaître. Je parle de vestiges qui peuvent être des vestiges à la fois architecturaux ou même de certains paysages, la France laide, comme on dit, la France moche, qui s'enlaidit, mais aussi des vestiges des types humains qui finissent par disparaître et qui doivent affronter. Je sais que vous aimez le cinéma, mais au cinéma, qu'est-ce qui a disparu essentiellement comme figure d'acteur, comme représentant de la figure masculine au cinéma? C'est les Jean Gabin, tous les gens que l'on connaît. Aujourd'hui, celui qui pourrait incarner la suite, ce serait peut-être Vincent Lindon, qui joue des rôles d'ouvrier ou je ne sais quoi, mais c'est peut-être l'exception, c'est certainement l'exception. Qui confirme la règle. Qui confirme la règle, bien entendu. Tout le reste, sont vraiment des acteurs de 50 kilos qui ont expulsé d'eux-mêmes la virilité. Qui ont expulsé d'eux-mêmes une part de ce qui faisait la France, de ce qui faisait l'Europe, évidemment. Bien sûr. Justement, alors je vais maintenant parler de votre pamphlet, parce que je disais que vous étiez pamphlétaire. Très beau titre que vous venez de faire paraître il y a 6 mois maintenant aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, dont on avait déjà parlé à Éléments. Je vous avais interrogé à cette occasion. Ça s'appelle Une jeunesse aux dents serrées. Les dents serrées. Une jeunesse les dents serrées, pardon. Une jeunesse les dents serrées. Et vous êtes né en 1965. 66. Mais vous avez raison, 1966, un an ça compte. Donc vous avez 20 ans en 86. Oui, c'est 86, c'est la loi de Vaquet, c'est SOS Racisme. Oui. C'est cette période sur laquelle il faut revenir et dont vous faites un peu la source de tous nos malheurs. Oui. Je pars exactement de l'Ido International, qui était le seul journal de l'époque que l'on lisait quand on avait 20 ans comme moi, et que l'on voulait respirer un autre air que l'air des journaux de l'époque, Globe, Actuel, pour ceux qui s'en rappellent. L'Ido International marquait une étape dans l'histoire de la presse, d'ailleurs, moderne, parce que c'était un journal d'écrivains fait pour des gens qui s'intéressaient à la littérature autant qu'aux idées, en réalité. On le lisait parce qu'il y avait du sang, du nerf, si vous voulez. Il y avait d'ailleurs toutes sortes d'idées totalement baroques et souvent opposées. On pouvait avoir Limonov qui disait qu'il fallait fusiller Gorbatchev et réhabiliter Staline. Vous voyez, c'était des trucs ahurissants qu'on lisait là, dans ce journal, parce qu'il était hors norme. Et on le lisait aussi par goût de la plume, par goût de l'humour et d'un second degré grotesque. Et je pars de l'Ido International pour dire que dans ces années-là, les années 80 ont été un moment où la génération de 68 a imposé la cause antiraciste, la déshumanisation de la charité chrétienne au profit d'une sorte de privatisation de la charité. Ce sont les chanteurs pour l'Éthiopie, c'est Renaud, c'est Coluche et les Restos du Cœur. On a privatisé et déchristianisé la charité. Et cette génération-là a incarné une sorte d'humanisme que, quand on avait 20 ans, on avait tendance évidemment à croire assez spontanément parce qu'ils incarnaient le bien. Et évidemment, avec un peu d'horreur critique, c'est le lien avec l'Ido International. L'Ido International nous aidait à comprendre à quel point toutes ces figures du bien étaient tout à fait controuvées. Elles étaient tout à fait contraires à ce qu'on appelle réellement la vertu. Et on le lisait pour ça, parce qu'on savait que dans l'Ido International, il y avait une part de la vérité que nous cachait l'orphéon des trompetteurs du genre Jack Lang, Julien Drey et tout l'orchestre. Et puis c'est le début d'une vaste offensive de culpabilisation
De l'Occident, évidemment. De l'Europe. Oui, je ne sais plus de quand date le livre La souffrance le livre de Bruckner sur la souffrance de l'homme blanc occidental. Le sanglot de l'homme blanc, mais ça doit être dans ces années-là, où on avait pour la première fois la vision que l'homme blanc serait forcément coupable. Et l'homme blanc occidental, évidemment. D'où ça vient, d'après vous, ça? Pourquoi ce goût pour... Quelqu'un qui a été proche d'éléments, je crois, a inventé le terme d'ethnomasochisme. Il y a une part d'ethnomasochisme là-dedans. Mais il y a peut-être une autre raison. C'est-à-dire que beaucoup de choses viennent de 68, et les 68 ont compris que le peuple qu'ils ont adulé, que la classe ouvrière, le prolétariat qu'ils ont voulu célébrer, se détournaient en fait de leur message marxiste. Ils ont choisi finalement De Gaulle, le peuple a choisi De Gaulle au bout du compte. Et ils se sont tournés, donc les 68 se sont tournés vers la figure nouvelle du peuple, du prolétariat, c'est-à-dire l'immigré. Choisissant l'immigré, ils ne pouvaient choisir que contre le français de souche. Je crois que c'est une des raisons. C'est un discours bien éloigné de celui que peut tenir en ce moment sur toutes nos antennes Jeanne Balibar. Jeanne Balibar, qui est une actrice qui a certainement beaucoup de talent, mais qui vient de réaliser un film Merveille à Montfermeil. Ça fait beaucoup rire, d'ailleurs. Qui est une humoriste qui ne le sait pas elle-même, malheureusement. Elle est issue d'un milieu populaire, je crois. Très populaire, voilà. Populaire, bien entendu. Peu éduquée. Peu éduquée, et qui a tout compris, évidemment, du monde moderne. Et Montfermeil, bien sûr, c'est des gens... Elle a grandi dans Elle connaît très très bien Montfermeil. Très bien, en tout cas... C'est à cause de la rue au moins entre la rue du et Gay-Lussac. Merci, cher Bruno Lafourcade. Merci, David Lépée. Merci, Christophe-André Maxime. Merci, cher Pascal Esric. Nous vous retrouvons dans 2 mois. Et d'ici là, vous retrouverez aussi notre ami Patrick Luzinski pour l'émission cette année-là, je crois dans 1 mois exactement. Au revoir, donc je vous conseille de nous retrouver aussi sur le site d'Éléments. On en avait parlé de l'émission précédente, c'est important d'aller, on a un tout nouveau site, tout neuf, tout beau, très riche, notamment avec de nombreuses archives. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à dans 2 mois, au revoir.